Pour moi, comme pour des millions de joueurs, ces quelques notes éveillent quelque chose. Une profonde sensation de nostalgie qui me donne à chaque fois envie de me relancer dans le jeu qui l'accompagne. Xenoblade Chronicles. Ce jeu, il occupe une place particulière pour moi parce que c'est le jeu qui m'a fait aimer les JRPG. À sa sortie en 2011, j'étais assez jeune et ma connaissance des JRPG se limitait à Pokémon, comme la plupart des jeunes de mon âge. Et je me souviens encore assez clairement du jour où presque par hasard, je suis tombé dessus en fouillant la collection de jeux Wii de mon frère. Je me rappelle avoir été scotché par la scène d'introduction du jeu et que ça m'a lancé pour une aventure qui a duré presque 70 heures. Je me rappelle également que ça n'a pas été facile de rentrer dedans, qu'il y avait de nombreux systèmes qui étaient peut-être un peu trop complexes pour un jeune de mon âge, j'avais 12-13 ans, et à cette époque-là, j'ai jamais réussi à terminer le jeu parce qu'il était trop dur pour moi, et je pense que c'est quand même là qu'est né mon amour du style du JRPG. Et pendant longtemps, en fait, ce jeu, c'est resté pour moi la référence, et en fait, à chaque fois qu'on me demandait quel était mon JRPG préféré, spontanément, je sortais Xenoblade Chronicles. Et comme je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, il y a 2 ans, ayant pris conscience que je disais souvent à tout le monde que j'adorais les JRPG mais que j'en avais pas fait tant que ça, que je connaissais pas les grands classiques du genre, et donc je me suis lancé en essayant de découvrir un maximum de titres de ce style que j'affectionne tout particulièrement. Mais ça a pas fait changer la place qu'occupait Xenoblade Chronicles à mes yeux. C'était toujours lui qui était indétrônable, le meilleur et qui était parfait. Et récemment, j'ai commencé à me demander si l'amour que je portais à ce jeu était vraiment légitime ou s'il était seulement porté par la nostalgie. Donc j'ai décidé de me relancer dans ce titre et cette vidéo elle a un objectif, à répondre à cette problématique. Est-ce que c'est la nostalgie qui porte le jeu? Est-ce qu'il est exempt de défauts? Est-ce que c'est vraiment le jeu parfait? Et surtout, est-ce que je vous le recommande en 2025? Donc je vous invite avec moi à vous plonger dans le titan du jeu vidéo qui est Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles a été développé par Monolith Soft et sous la direction de Tetsuya Takahashi. Et le jeu se voulait être un petit peu le successeur spirituel des jeux précédents de Takahashi que sont Xenogears et Xenosaga, qui ont un petit peu flop à leur époque. Le développement commence en 2006 et le jeu est publié au Japon en 2010, mais chez nous il faudra attendre 2011 avec l'opération Rainfall qui ramènera Xenoblade au même titre que d'autres JRPG japonais. Le grand succès du jeu à la fois critique et commercial va permettre l'arrivée de suites que sont Xenoblade 2, Xenoblade X et Xenoblade 3, mais également des DLC qui sont parfois standalone comme Xenoblade 2, Torna The Golden Country. Si on se concentre uniquement sur Xenoblade Chronicles 1 qui nous intéresse aujourd'hui, il y a eu plusieurs éditions du jeu. La première sur Wii en 2010, on en a parlé, mais le jeu sortira également sur 3DS en 2015, il sera également porté sur Switch en 2020 avec la Definitive Edition accompagnée d'un DLC. Et c'est sur cette version que j'ai pu retester le jeu aujourd'hui. J'ai joué au jeu via l'émulateur Switch Yuzu, mais c'est vraiment une question de préférence personnelle parce que je pense que la version Switch est très bien également. D'autant plus que la version Wii est assez difficile à se procurer de nos joueurs. Et si vous voulez découvrir le jeu, je peux que vous conseiller cette version Switch. Globalement, elle change pas grand chose, on va juste moderniser un petit peu les graphismes et accélérer un petit peu les menus. Et en plus de ça, vous avez un épilogue que j'ai pas encore fait qui fera le propos d'une autre vidéo. Maintenant que tout ça a été dit, on rentre dans le dur et on va présenter déjà les mécaniques du jeu. Donc le jeu se découpe en une quinzaine de zones ouvertes, qui en soi sont chacun un petit open world. Ces zones sont débloquées au fur et à mesure de l'avancée dans le scénario, et en fait elles sont connectées entre elles à la manière d'un monde de MMORPG si je devais donner une comparaison. A savoir que généralement il y a seulement une petite portion de ces zones qui va réellement être utilisée par le scénario principal, et que le reste va plutôt être utilisé soit pour l'exploration libre du joueur, soit pour les quêtes secondaires. Sur ces zones vont être disséminés de multiples ennemis qu'il va falloir combattre, et pour ça, il y a un système de combat. Le système de combat des Xenoblade est assez particulier. Donc ici on a un système de combat qui est dynamique, qui est en temps réel, mais qui emprunte beaucoup d'éléments du tour par tour. Les personnages attaquent automatiquement les ennemis quand vous les avez ciblés, et en plus de ça, le joueur va pouvoir activer des compétences qui s'appellent des arts. Dans ces arts, on va retrouver tout un tas de choses classiques, à savoir sort de soin, sort de boost, sort de dommage, etc., etc. Le positionnement des personnages joue un grand rôle dans l'efficacité des arts, et en fait il y a de très nombreux arts qui vont avoir des effets particuliers s'ils sont lancés derrière l'ennemi, sur le côté, etc., etc. Il y a également un système de combo entre différentes capacités que vont posséder les personnages de votre groupe qui peut vous permettre de renverser l'ennemi, voire de l'étourdir. Et chacun des personnages du jeu va donc avoir accès à des arts qui sont différents, à des arts spéciaux, donc leur ultimate si on veut. Et enfin la clé de voûte des affrontements de fin de jeu, c'est les enchaînements. Vous allez pouvoir en fait, une fois qu'une jauge spéciale a été remplie, déclencher un enchaînement où vos personnages vont, cette fois-ci au tour par tour, utiliser une attaque chacun à leur tour, et alors ça, suivant les combinaisons, ça peut donner des choses qui sont vraiment très puissantes. En ce qui concerne les personnages qui vont constituer votre groupe maintenant, donc ils sont au nombre de 7, avec des styles de jeu qui sont assez variés, on a le classique, le tank, la soigneuse, la magicienne, etc., etc. Mais il y a quelques propositions un peu plus originales, je pense à Riki par exemple, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer. Ces personnages vont rejoindre votre groupe petit à petit, et ils vont gagner de l'expérience en gagnant des combats et en remplissant des quêtes qui vont leur permettre de monter de niveau.
Jusque là c'est très classique. Va venir s'ajouter à ça un système d'équipement qui sera pas seulement fonctionnel mais qui sera aussi visuel, où chaque pièce d'équipement aura son propre design. Ça peut plaire à certains. Personnellement, je trouve que c'est toujours une petite piqûre d'excitation quand on teste un nouvel équipement. Malheureusement, la plupart du temps, on va se contenter de remplacer un équipement moins efficace par un équipement plus efficace. Il n'y a pas de décision à prendre là-dedans. À ceci près que certains équipements vont comporter des slots, des emplacements, dans lesquels vous allez pouvoir mettre des gemmes. Ces gemmes, on les obtient souvent en récompense de quête, mais on peut aussi les fabriquer à partir de ce qu'on récupère sur les monstres ou en explorant. Leurs effets sont extrêmement variés et c'est là-dedans qu'on va retrouver toute la richesse de personnalisation des personnages dont est capable le jeu. Mais ça ne s'arrête pas là parce que chacun des personnages du jeu va posséder des arbres de compétences qui lui sont spécifiques. Au départ, chaque personnage va posséder 3 branches et on va avancer sur cette branche à mesure qu'on joue au jeu. En fait, chaque événement du jeu va nous faire gagner quelques points de compétences qui vont nous permettre de débloquer des nouveaux pouvoirs sur cette branche. Leurs effets sont variés et on va pouvoir avoir un système de partage des compétences propres à chaque personnage avec les autres membres du groupe dont il est proche. Et enfin, chaque personnage va pouvoir, à travers des quêtes qui lui sont spécifiques, débloquer jusqu'à 2 branches supplémentaires sur son arbre de compétences, qui va permettre à chaque personnage d'avoir accès à 5 branches de compétences différentes. En plus de ça, les interactions entre les personnages dans Xenoblade Chronicles sont pas seulement narratives. Dans le groupe, vous allez avoir une valeur de relation avec chacun des personnages. Alors calmez-vous tout de suite, le but c'est pas qu'il y ait des personnages qui se pécho entre eux, c'est simplement pour améliorer leurs compétences au combat. En effet, il n'y a que 3 personnages parmi votre groupe de 7 qui vont pouvoir prendre part au combat dans l'équipe active, et ces personnages vont, au fur et à mesure qu'ils se battent ensemble, développer leur valeur d'affinité. Cette affinité, elle monte à travers tout un tas d'éléments du combat, il n'y a pas forcément besoin d'y penser, et au fur et à mesure que l'aventure avance, les membres de votre groupe vont naturellement se lier entre eux. Ça ne sert pas que pendant les combats, ça va également améliorer la compétence de vos personnages à créer les gemmes dont on a parlé plus tôt, mais également débloquer des petites scénettes de discussion entre les personnages qu'on va trouver ça et là répartis sur les zones du jeu. En plus de ça, votre groupe de personnages va pouvoir débloquer des relations avec les PNJ que vous allez croiser. Concrètement, chacune des grandes factions du jeu va être associée à une valeur d'affinité, et plus on monte dans cette valeur d'affinité, plus on va débloquer de capacités à interagir avec les PNJ de la faction. À savoir des options d'échange avec les personnages, il y a tout un système d'échange avec les PNJ, vous allez pouvoir donner des matériaux assez peu rares contre parfois des équipements assez puissants, ça va se débloquer au fur et à mesure que l'affinité avec les différentes factions augmente. Mais cette affinité va surtout permettre de débloquer des nouvelles quêtes. Et les quêtes, c'est justement un point qu'on n'a pas abordé, donc on se lance dedans. Les quêtes, c'est souvent l'aspect qui est le plus décrié par les détracteurs de Xenoblade Chronicles 1, principalement parce qu'elles sont très inspirées de ce qui se fait dans le monde du MMORPG, à savoir, va tuer X mobs, va récolter X objets, va voir telle personne, va explorer tel emplacement, etc., etc. La majorité d'entre elles ont un aspect narratif qui est très limité, voire inexistant, mais parce qu'en fait leur but n'est pas là. Le but de ces quêtes, c'est d'être un moteur à l'exploration et à l'appropriation de ces immenses zones ouvertes à explorer. Je pense principalement aux quêtes qui vont se débloquer lors du dernier acte du jeu et qui vont tout doucement vous amener vers les super boss qui constituent le post-game du jeu. Les récompenses de ces quêtes, bien souvent, on va se contenter d'or et de gemmes, mais on peut également y retrouver de l'expérience, voire même débloquer un nouvel arbre de compétences. Il y a une de ces quêtes qui est un petit peu à part et un petit peu unique, c'est la quête de reconstruction de la colonie 6. Cette quête, elle est un peu trop massive pour être considérée comme une quête normale. L'objectif ici, c'est de collecter des ressources pour rebâtir une colonie qui a été dévastée. Et à chaque étape de reconstruction, on va débloquer des nouveaux PNJ, de nouvelles opportunités d'achat, etc., etc. Maintenant qu'on a fait le tour des grandes mécaniques du jeu, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que ça raconte Xenoblade Chronicles? Dans cette deuxième partie, on va spoil massivement le scénario du jeu. Donc si ce que je vous ai présenté dans la première partie vous a donné envie d'essayer le jeu, quittez cette vidéo, allez y jouer et revenez ensuite. Et on va quand même commencer par un petit synopsis sans spoil pour éventuellement ceux qui ont envie de savoir de quoi ça parle avant de se lancer. Dans cet univers, il n'y a rien. Enfin, pour être plus précis, il y a un océan qui s'étend à l'infini dans toutes les directions, sur lequel on va retrouver les titans Bionis et Mekonis, un titan biologique et un titan mécanique. Ces deux titans, ils mesurent des dizaines de kilomètres de haut, et la légende raconte qu'ils se sont affrontés dans des temps immémoriaux, et qu'il n'est resté que leurs deux corps sans vie. Et sur les dépouilles de ces deux titans, se sont développés une forme de vie biologique sur Bionis, les Homs,
et une forme de vie mécanique sur Mekonis, les Mekons. Ces deux espèces ne s'entendent pas du tout puisqu'on nous explique que depuis leur rencontre, c'est une guerre perpétuelle qui fait rage. Un an avant les événements du jeu, cette guerre elle a atteint son paroxysme avec la bataille de la vallée de l'épée, qui nous est racontée dans le tutoriel du jeu. Cette bataille aurait vu l'extinction du peuple Homs sans le courage de Dumban, qui utilise une épée légendaire qui a été retrouvée 20 ans avant les événements du jeu, la Monado, qui est la seule arme capable d'endommager les Mekons. Et à partir de maintenant, on va spoiler massivement le scénario du jeu, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, attention à vous. Tel que je vois les choses, il y a 3 grands actes dans Xenoblade Chronicles 1, et on va pouvoir découper ces actes en plus petits arcs narratifs qui vont en général s'étaler sur 1 ou 2 zones de jeu. Le premier acte, le plus long, va nous présenter le héros du jeu, Shulk, un an après la bataille de la vallée de l'épée. Il vit à la colonie 9 sur le pied de Bionis, qui est l'un des derniers bastions de l'humanité. Shulk n'a rien de particulier, mis à part le fait qu'il est le seul survivant de l'expédition qui a retrouvé la Monado 20 ans plus tôt. En fait, on a retrouvé tout le monde mort, sauf un petit garçon encore en vie, Shulk. Il est pas tout seul, il vit avec son meilleur ami Rain et l'amour de sa vie, Fiora, qui est la petite sœur de Dumban, le héros légendaire de la vallée de l'épée, qui est maintenant dans un état assez catastrophique à force de l'utilisation de la Monado. Sauf que les problèmes arrivent et assez vite, on va se rendre compte que les Mekons sont de retour et ils attaquent la colonie 9 en massacrant des dizaines de Homs. Shulk se retrouve obligé d'utiliser la Monado et à la surprise générale, il est non seulement capable de s'en servir, mais également, quand il la manie, il a des visions du futur, quelques secondes en avance. A l'aide de la Monado, il va pouvoir repousser les Mekons, mais ça coûtera la vie à Fiora, l'amour de sa vie. Lui et son meilleur ami Rain vont donc se fixer un nouvel objectif dans la vie, retrouver le Mekon qui dirigeait cette attaque et le tuer. Ce Mekon d'ailleurs, il était bien mystérieux puisque c'est le seul Mekon que les Homs aient jamais rencontré à résister à Monado. Et en plus de ça, il semble avoir un visage. Les deux compagnons cherchent à rejoindre la vallée de l'épée, qui relie Mekonis et Bionis, et en remontant le Titan, ils vont passer par la jambe de Bionis, qui est censée abriter la colonie 6, la plus grande colonie Homs. Sauf que visiblement, les habitants de la colonie 6 ont fait face aux mêmes problèmes que ceux de la colonie 9, sauf que sans Monado, eux se sont fait massacrer, et la colonie 6 a tout simplement été rasée. Parmi un groupe de réfugiés, Rain et Shulk vont rencontrer Charla, qui va décider de rejoindre le groupe, pour se venger de la mort de Gadol, son fiancé. Et cet arc de la jambe de Bionis va se conclure dans une grande bataille dans les décombres de la colonie 6, où notre groupe de héros va rencontrer Xord, un autre Fascia, donc un autre Mekon avec un visage, qui cette fois-ci est capable de parler. Après cette bataille, ils vont directement être pris en embuscade par le Fascia noir, donc le Mekon responsable de la mort de Fiora, qui est maintenant capable de parler lui aussi. Notre groupe, rejoint par les deux héros de la bataille de la vallée de l'épée que sont Dumban et Dixon, vont être sauvés in extremis par un Telesia, une créature légendaire qui, dit-on, est le gardien de Bionis. Au même moment, Shulk va recevoir une vision bien plus lointaine que d'habitude qui va prophétiser une grande bataille sur le crâne de Bionis. Bataille durant laquelle il se voit détruire le Fascia noir à l'aide de Monado, chose qui je rappelle n'est pas censée être possible, les Fascias sont immunisés à Monado. Notre petit groupe va donc se mettre en quête du sommet du crâne de Bionis, une zone qui n'a presque pas été explorée par les Homs. Ils vont remonter Bionis en traversant le marais de Satorl et la jungle de Makna, où ils seront à l'issue d'une petite quête rejoints par Riki, le héros des Nopons, et Melia, une magicienne assez mystérieuse. Cet acte intermédiaire va les amener sur le crâne de Bionis où s'étend une mer, la mer d'Eris. C'est le pays natal du peuple Aiente, dont Melia s'avère être la princesse. À l'issue de tout un tas d'événements géopolitiques propres à cette région, une attaque Mekons absolument massive va attaquer ce pays, la mer d'Eris, et notre petit groupe va se hâter durant cette attaque vers l'île prison, qui est l'endroit que Shulk a vu dans sa vision. On découvre que dans cette île prison est enfermé un géant, Zanza, qui dit être littéralement le créateur de Monado. Et il propose un marché à Shulk, le libérer, en échange du quoi il permettra à Monado de frapper les Fascias. Shulk accepte, et au moment où Zanza remplit sa part du contrat en débridant la Monado, les Fascias finissent par tuer Zanza. Le géant meurt sur le coup, mais Monado est à présent capable de détruire les Fascias. C'est ce que Shulk va s'empresser de faire, et il va faire une découverte pas des moindres. En attaquant un Fascia blanc que le groupe n'avait jamais vu avant, il se rend compte que les Fascias sont en réalité pilotés par des Homs. Et bah oui, plot twist, depuis le début on nous explique que Monado elle ne peut pas faire de mal aux Homs ni aux habitants de Bionis. Et donc les Fascias, qui étaient pilotés par des Homs, ne pouvaient pas être endommagés par Monado, en tout cas jusqu'à présent. Et en fait c'est même pas la plus grande révélation, parce que ce dont va se rendre compte le groupe, c'est que ce Fascia blanc qui a été endommagé par Shulk, sa pilote c'est Fiora. Et ce qui est également bizarre, c'est qu'elle semble pas du tout reconnaître les membres du groupe. Et c'est sur cette grande révélation que se conclut l'acte 1 de Xenoblade Chronicles. L'acte 2 va correspondre au nouveau but de Shulk. Maintenant qu'il sait que Fiora est en vie, il va chercher à la retrouver. Donc il va chercher à redescendre le corps de Bionis jusqu'à la vallée de l'épée, où il suppose que Fiora est partie.
Et en traversant le massif de Valak, qui relie le haut du corps de Bionis à la vallée de l'épée, que le groupe va de nouveau rencontrer Fiora, qui semble être venu pour discuter. Cette discussion va vite se couper, puisque débarque le Fascia Noir, qui s'avère être Munkar, un autre des héros de la vallée de l'épée qui était jaloux de Dumban depuis des années, et que tout le monde pensait mort dans cette même bataille. La bataille va être stoppée par Egil, qui s'annonce comme le maître de Mekonis et le chef des Mekons. Il invite le groupe à le rejoindre à la forteresse Galahad, qui se trouve à la base de la vallée de l'épée et qui est la forteresse des Mekons. Bon, c'est évidemment un piège, mais le groupe va quand même s'y rendre parce qu'ils veulent absolument récupérer Fiora. Donc le groupe va s'y rendre à travers la vallée de l'épée, en combattant des vagues et des vagues de Mekons pour y arriver. Ils vont être accueillis à l'entrée de la forteresse par le Fascia Noir, Munkar, que Shulk va tenter d'épargner mais qui finira quand même par mourir au combat. Le groupe va se frayer un chemin à travers la forteresse et finir par retrouver Fiora. Elle semble complètement sous le contrôle d'Egil et elle va tenter de combattre le groupe. Et dans ce qui est pour moi le meilleur moment du jeu, la forteresse va s'écrouler et Fiora qui s'effondre vers l'océan, qui se trouve en dessous de la vallée, va être suivi par Shulk qui plonge pour la rejoindre. Et tandis que la forteresse s'écroule, les autres membres du groupe vont également tomber dans l'océan. À la surprise générale, ils vont pas mourir et ils vont se réveiller sur une plage, le bras gisant. Et en fait, à l'aube des temps, lors du combat qui opposa Bionis et Mekonis, Bionis a tranché un bras de Mekonis qui est tombé dans l'océan. Et depuis, c'est une île. Sur cette île, Shulk va pouvoir retrouver Fiora, qui semble enfin se rappeler de qui elle est et qui va rejoindre le groupe. Ils vont également rencontrer les Machina, qui sont les vrais habitants de Mekonis. Plot twist, en fait les Mekons ce sont juste des robots qui ont été créés par les Machina. Le peuple Machina leur raconte qu'à l'aube des temps, lors de l'affrontement des deux titans, c'est Bionis qui aurait frappé le premier, et que les Machina, qui peuvent vivre quasiment éternellement, s'en rappellent encore puisqu'ils étaient déjà vivants à ce moment-là. Il leur raconte également que Egil, le maître de Mekonis, est un membre de leur peuple, et que lui, en fait, il cherche juste à se venger. Se venger d'une attaque qui originellement viendrait de Bionis. Alors le peuple Machina va demander à Shulk et à ses amis de tuer Egil, parce que même s'il a des raisons pour vouloir attaquer Bionis, ces raisons elles sont un peu claquées à leurs yeux. Le groupe va accepter, et à l'issue de tout un tas de péripéties, ils vont arriver jusqu'à la tête de Mekonis, où se situe l'ex-capitale des Machina. Enfin ce qu'il en reste, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a plus personne, que tout est détruit, et que partout dans la ville on peut retrouver des cadavres de Télésia, qui je rappelle sont censés être les gardiens de Bionis, et qui, semblerait-il, ont complètement ravagé la ville. On y apprend également que si le groupe a survécu lors de sa chute de dizaines de kilomètres dans l'océan, c'est parce que Lady Menas, la déesse de Mekonis, a été mise dans le corps de Fiora, et qu'en fait c'était elle la personne qui contrôlait Fiora au moment où elle ne reconnaissait pas le groupe. Alors on sait pas trop comment ça marche, mais a priori au moment où Fiora a été réanimée en tant que Fascia, la sœur d'Egil y a incorporé l'âme de sa déesse. Donc même si ce petit monde comprend un peu mieux les intentions de Egil après avoir vu à quel point son monde avait été détruit par Bionis visiblement, ça les empêche pas de se mettre en route pour aller lui casser la bouche. Le groupe va affronter Egil une première fois, et à l'issue de ce combat gagné par le groupe, il va s'enfermer dans le cœur de Mekonis et tenter de prendre le contrôle du titan pour le réveiller et détruire directement Bionis en fait. Et à l'issue d'un grand combat, le groupe va parvenir à l'arrêter avant qu'il n'arrive à détruire Bionis. Et au moment de porter le coup fatal, Shulk va se rappeler d'une phrase que Dumban lui avait dit un an avant, après la bataille de la vallée de l'épée. Comme si dans les derniers moments de la bataille, c'était Monado qui le contrôlait et plus sa propre conscience. En parallèle, il entend une voix dans sa tête qui lui ordonne de faire souffrir Egil, de le massacrer, de le tuer, de lui porter le coup fatal. Egil lui rit au nez en lui disant que de toute façon il finira par détruire Bionis et qu'il réessayera encore et encore, et que ça a donc aucun sens de l'épargner. Mais Shulk lui explique qu'à chaque fois qu'il tentera de faire du mal à Bionis, il sera là pour l'arrêter et continuer à essayer de discuter avec lui pour faire la paix. Mais à ce moment-là, un son retentit, une balle vient de transpercer le corps de Shulk. Cette balle, elle a été tirée par Dixon, le vieil ami de Dumban. Et dans l'incompréhension collective, Shulk s'effondre et laisse place à Zanza. Alors pas Zanza le géant enfermé dans la tour, mais l'âme de ce géant, Zanza, qui était emprisonné dans la Monado et qui vient de faire sa réapparition dans le corps de Shulk. Depuis le début, c'est Dixon qui tire les ficelles. Je vous avais expliqué plus tôt que Shulk était le seul survivant de l'expédition qui avait retrouvé la Monado. Et en fait pas du tout, Shulk est mort ce jour-là, et Dixon a pris l'âme de Zanza enfermée dans la Monado pour la mettre dans le corps du petit garçon qui était là, Shulk. Et donc depuis toutes ces années, Zanza attendait son heure pour regagner suffisamment de puissance, et donc prendre le contrôle de Shulk, et avec la Monado, recréer le monde. Il estime que puisqu'il est le créateur de ce monde, toute vie qu'il a donnée, il peut décider de la reprendre. Et on apprend que périodiquement, depuis la nuit des temps, Zanza décide de tuer toutes les formes de vie
pour recréer un monde comme il le désire. C'est d'ailleurs la fonction des Télésias, qui sont la forme originelle du peuple Aiente et qui ont pour fonction de décimer toute forme de vie sur Bionis et de récolter leur matière organique pour la rendre à Zenza. Lady Maynas, qui elle étant Fiora, va décider de sortir de son corps et tenter d'affronter Zanza. Un combat qu'elle n'a aucune chance de gagner, puisque contrairement à Zanza, elle n'a pas parasité d'être vivant pour regagner ses forces depuis leur duel. Elle est très faible et elle se fait battre très rapidement, laissant Zanza comme seul dieu de ce monde. L'intervention de Egil va permettre au groupe de gagner du temps, ils récupèrent le corps de Shulk, et ils partent vers la colonie 6 pour un petit peu faire le point sur la façon dont ils pourraient tenter de s'en sortir. Shulk se réveille dans un environnement assez étrange et va apparaître face à lui Alvis, un personnage secondaire bien mystérieux jusque-là. Il va demander à Shulk s'il est prêt à se laisser faire et à laisser Zanza recréer le monde, ou s'il a envie de faire autre chose de ce monde. Au fond de lui, Shulk connaît déjà la réponse, et alors que les Télésias, transformés à partir du peuple Aiente, sont en train de ravager Bionis, et d'attaquer ses compagnons, il va pouvoir se réveiller et les aider à survivre. Après un détour par l'intérieur de Bionis où ils vont combattre un ennemi secondaire, les voilà arrivés à l'île prison, l'endroit que Zanza a choisi pour recréer le monde. Ils vont traverser cette tour pour atteindre le sommet où les attend Dixon, qui va révéler sa véritable forme, celle d'un géant, et en fait depuis le début, il est le disciple de Zanza et il met en place sa résurrection depuis des milliers d'années. Le groupe va le combattre, le surpasser, et dans une scène que je trouve très touchante, Dixon va laisser passer le groupe, feignant le fait qu'il ne veut pas mourir, alors qu'il sait qu'il est déjà trop gravement blessé, parce qu'il ne veut pas que Shulk, l'enfant qu'il a élevé, le voie mourir. En empruntant le téléporteur que Zenza a pris pour tenter de recréer le monde, ils vont se retrouver dans un endroit bien étrange, avec en guise de décor des étoiles et des planètes, mais pas n'importe quelle planète, puisque ce sont les planètes de notre système solaire, Mars, la Terre, Jupiter, etc. Ils vont retrouver Zanza, l'affronter, et dans un moment très shonen, Shulk va créer sa propre Monado, qui incarne dans ce monde le bras de Dieu, la puissance d'un dieu. Il va battre Zanza, ce qui illustre le fait que la volonté de l'humanité a surpassé le pouvoir d'un dieu. Ressurgit alors ce bon vieux Alvis, toujours aussi mystérieux, qui révèle à Shulk une scène un peu particulière, puisqu'il s'agit de la naissance de son univers. On y apprend que l'univers du jeu est bien issu de notre univers, puisque dans une station spatiale en orbite autour de la Terre, 2 scientifiques mènent une expérience. Ces 2 scientifiques ressemblent trait pour trait à Maynas et à Zanza, qui visiblement, avant d'avoir été des dieux, ont d'abord été des humains. Alors on sait pas trop ce que cette expérience était censée faire à ce stade-là, par contre, on connaît le résultat. Un tout nouvel univers va être créé. Dans cet univers, il n'y a qu'un océan sans fin et 2 titans, créés à partir des 2 seuls humains présents à ce moment-là, Maynas et Zanza. Alvis révèle être l'ordinateur central qui a créé cette expérience. Malheureusement, puisque lui n'a pas de volonté précise, il doit bien se fier à ce que veulent des êtres humains. Avant, c'était Zanza et Maynas, et aujourd'hui, à ses yeux, c'est Shulk qui incarne la volonté de l'humanité. Et Shulk va faire un souhait, celui d'un monde sans dieu, et il va demander à Alvis de créer un monde qui serait plein de surprises et où il y aurait plein d'autres espèces comme la sienne qu'il pourrait rencontrer à l'issue de grands voyages. Et la scène finale va montrer à quoi ressemblera ce futur monde. On a tout le petit groupe avec des habitants de Bionis mais également de Mekonis qui vivent ensemble dans une colonie. On y voit également le reste du groupe et Fiora qui a retrouvé son corps biologique. Et on imagine que l'avenir va être radieux pour tout ce petit groupe qui va pouvoir découvrir le nouveau monde qu'Alvis a créé pour eux. Ce qui conclut le scénario principal de Xenoblade Chronicles. Et après quasiment 25 minutes à vous présenter le jeu, je vous propose maintenant de passer à la partie critique et analyse. Alors, commençons par ce qui fâche cruellement, les points qui marchent plus du tout en 2025. S'il y a un point qui m'empêcherait de conseiller Xenoblade Chronicles à quelqu'un qui a jamais essayé les JRPG, c'est clairement par son manque d'ergonomie. Si on oublie le menuing hyper lent de la version Wii où on s'en sortait pas forcément et qu'en plus il y avait des temps de chargement super longs à chaque fois qu'on ouvrait un menu, parce que en globalité ça a été beaucoup amélioré dans la version Switch, il reste quand même un gros souci d'ergonomie sur le HUD et principalement en combat. Sur Reddit, j'ai pu lire que les débutants avaient ressenti comme une surcharge sensorielle lors des premiers combats et je peux comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Et si je me focus que sur mon expérience, même en ayant joué 2 fois au jeu dans ma vie, les premières minutes,
je trouvais que les combats étaient extrêmement fouillis. Il y a la roue des arts qui prend une grande place sur l'écran, il y a des valeurs de dégâts qui apparaissent au-dessus des ennemis, des effets, on cherche parfois les barres de HP de ces personnages, parfois il y a des visions que Shulk peut avoir qui vont également perturber le combat, parfois il y a des QTE qui apparaissent pour encourager vos alliés, les personnages gueulent. Et dans ce chaos, il faut réussir à bien vous placer pour utiliser efficacement vos arts, il faut réussir à comprendre ce qui est en train de se jouer, quel personnage a besoin de soins, quel personnage a besoin de reprendre l'aggro, etc., etc. Alors évidemment ici je tire le trait, ça rend pas le jeu injouable, et ce serait totalement acceptable si ça venait progressivement. Et le gros problème que j'ai avec ce système, c'est que dès les premières minutes de jeu, vous avez déjà quasiment toute la palette de possibilités dans les combats de Xenoblade. Et ça m'amène vers le deuxième gros défaut du jeu à mes yeux, les tutoriels. Xenoblade Chronicles est feignant au possible pour ses tutoriels. Pendant les 5 premières heures de l'aventure, le jeu vous mitraille avec des pop-up qui apparaissent, avec des textes longs et réparatifs qui expliquent pas très bien les mécaniques du jeu. Au-delà du fait que c'est vraiment pas élégant, mais qui a cru que c'était une bonne idée pour expliquer des mécaniques longues et complexes de les résumer en 3 lignes sur un pop-up qui coupe l'action du joueur? La plupart des gens vont les skip en les lisant en diagonale. Et c'est dommage parce qu'au fond, il n'y a pas de mécanique réellement complexe dans Xenoblade Chronicles. Mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas tout parce que c'est très mal expliqué. Et en fait, ça va saouler le joueur de devoir lire les pop-up. En plus de ça, je trouve que le jeu ne fait pas beaucoup d'efforts pour vous expliquer ces termes techniques. Quand je gagne un niveau et que je gagne des PC, bah j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. En plus de ça, les statistiques des personnages ne sont pas très claires, donc en fait le système de compétences, la plupart des joueurs doivent le lire en diagonale, et si c'est pas des tryharders, ils doivent passer à autre chose en disant ça doit pas être bien important. Parce qu'une augmentation de 10% d'agilité, bah je sais pas à quoi ça sert. En soi, ne pas avoir de réels tutos, ou avoir des tutos que le joueur doit aller chercher lui-même, c'est pas un problème, parce que ça implique le joueur, il faut qu'il aille chercher les informations. Mais là, c'est ni fait ni à faire. Quitte à faire quelque chose, il faut faire quelque chose de compréhensible, d'élégant, et qui apprend intuitivement aux joueurs les bases du jeu. Et je pense qu'en 2025, ça doit rebuter pas mal de joueurs qui pourraient rebondir sur le jeu, avec la concurrence qui a des bien meilleurs tutos, et qui va bien plus facilement introduire les mécaniques aux joueurs. Si on reste dans les points très critiqués par la communauté, parlons des quêtes annexes. Pour les critiques les plus sympas, ces quêtes elles sont pas intéressantes, et pour les plus dures, c'est purement et simplement du remplissage. Parce que oui, tuer 3 lapins, bah ça donne pas très envie. Pour certaines, le jeu tente un scénario qui sont rarement très intéressants. Enfin, je veux dire, quand c'est la fin de ta colonie, que tout est détruit, bah aller amener des gâteaux à ton petit-fils, c'est peut-être pas la priorité numéro 1. Et parfois le jeu il s'emmerdera même pas à vous faire croire qu'il y a un scénario et il va appeler la quête d'élimination de monstres numéro 3 et hop, va taper des fourmis. Et c'est vrai qu'en 2025 ce genre de quête ça existe presque plus dans les RPG modernes, en tout cas pas dans les bons RPG. À mon sens ces quêtes elles sont pas là pour avoir un but narratif, leur vraie utilité c'est de motiver l'exploration. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, le jeu n'utilise que peut-être 20 à 30% de chacune de ces zones pour la quête principale, et le reste c'est des petits chemins qui vont en dehors du chemin principal. Et le jeu, ce qu'il essaie de construire, c'est que quand vous explorez une zone, que vous avez fini sa quête principale, et que vous voyez que toute la carte est grisée, que vous n'avez pas exploré grand chose, que vous n'ayez qu'une envie, c'est de parcourir cette zone de jour, de nuit, sous la météo différente. Mais pour ça, il doit vous formater, et du coup, dès la colonie 9, la première zone du jeu, et ben on va vous gaver de tout un tas de petites quêtes à la con, pour faire en sorte que dès que vous sortiez un petit peu de ce chemin critique, et ben vous avez tout un tas de raisons d'explorer. Bah oui, parce qu'il y a des monstres liés à des quêtes, des collectibles qu'il faut ramasser, donc vous allez toujours un petit peu plus loin, et là vous trouvez un paysage qui a l'air sympa, et paf, vous allez trouver un cristal d'éther rare. Et 10 mètres plus loin, qu'est-ce que vous voyez? Un boss que vous ne pouvez pas encore combattre, vous le notez sur votre carte pour revenir quand vous serez plus fort. Et un point qui a été grandement amélioré avec la Definitive Edition, c'est que les quêtes sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Sur la version Wii, quand j'étais petit, je me rappelle que j'avais peut-être fait 4-5 quêtes de la colonie 9, parce qu'en fait, la grande majorité des autres n'apparaissaient tout simplement pas. Soit parce que j'avais pas parlé au bon PNJ, soit parce que j'étais pas arrivé au bon moment, etc., etc. Alors que dans la partie que j'ai rejouée récemment, c'est limite si à mon premier passage à la colonie 9, tout le monde n'avait pas besoin que j'aille lui tuer un monstre ou lui récupérer un objet. Et en fait, à partir de la moitié du jeu, je dirais, ces quêtes, elles se font beaucoup plus rares, parce qu'il n'y a plus besoin de vous expliquer que vous devez explorer et qu'explorer vous apportera tout un tas de choses. Vous l'avez déjà compris, vous le savez déjà. Et le fait que chaque portion de la map soit liée à une quête, ça donne cette impression très élégante que la map, elle est liée par tout un tas de fils invisibles. En fait, pour moi, le vrai problème des quêtes, c'est pas leur contenu, c'est le fait qu'on appelle ça des quêtes. Parce que dans l'esprit des joueurs, une quête, ça a une fin scénaristique. L'objectif, c'est qu'il y ait une histoire, un scénario, des choix moraux, pourquoi pas. Et je pense que si on appelait ça des tâches, par exemple, eh ben personne serait tombé sur ce système de quête. Et là, je fais le parallèle avec la série Atelier. Dans Atelier, il y a des vraies quêtes qui sont scénarisées, mais il y a aussi des petites tâches à la con qui vont nous permettre de gagner de l'or et de l'expérience.
Mais puisque ça s'appelle pas des quêtes, et ben personne tombe sur la série Atelier en disant que les quêtes sont nulles. Je pense que c'est là le problème des quêtes dans Xenoblade. Et au fond de moi, je suis persuadé que si on avait appelé ce système des tâches, des contrats, des demandes ou que sais-je, et ben ce serait beaucoup mieux passé. Bon, malgré ça, je pense qu'il y a un bon paquet de quêtes qu'on aurait pu tout simplement supprimer parce que ici on a presque 400 et c'est peut-être un peu beaucoup, notamment au début du jeu où il aurait fallu peut-être un peu doser et limiter certaines quêtes à après l'attaque des Mekons, donc après la fin du tutoriel. Pourquoi pas? Parce que là, dès ton arrivée à la colonie 9, tu vas être bombardé avec genre 10, 20, 30 quêtes qui apparaissent d'un coup. Et je pense que ça participe à noyer le nouveau joueur. Ayant déjà fait le jeu, je sais que je vais pas avoir grand chose à récupérer de toutes ces quêtes qu'on me donne au début de jeu. Mais je pense qu'un nouveau joueur, il peut se dire qu'il doit les faire, sinon il va être en retard sur la courbe d'expérience. Alors qu'en fait, la plupart de ces quêtes donnent juste de l'or. Mais en fait, on rejoint le problème du manque de tutoriel. Le joueur ne sait pas s'il doit faire ses quêtes ou pas. Alors qu'en fait, je pense que la plupart sont faites pour être ignorées. Si vous faites 10, 20, 30 quêtes dans une zone, c'est déjà bien. Pas besoin de faire tout. En résumé, je pense que les quêtes dans Xenoblade jouent un bon rôle dans l'exploration, mais qu'elles sont mal introduites et mal expliquées aux nouveaux joueurs. Et un point qui illustre parfaitement ces deux problèmes dont on vient de parler, donc le manque d'accessibilité, que ce soit à travers les menus ou les tutos, ainsi que la pauvreté de ce système de quêtes, et ben c'est la grande mission qu'on débloque assez tôt dans le jeu qui va consister à réparer la colonie 6, qui je rappelle a été détruite par les Mekons. Donc ça se présente sous la forme de 4 grandes familles d'infrastructures à réparer, et pour chacune de ces 4 catégories, il y a 5 niveaux. Et pour compléter chacun de ces niveaux, il va falloir ramener différents objets. Et si j'avais jamais pris le temps de le faire quand j'étais petit, bah c'est pour une raison très simple. Très vite, dès les premières étapes, on sait pas où trouver les objets. Le jeu essaie de nous faire croire qu'il y a un système d'indices, mais en fait pas du tout, les indices donnés sont très peu clairs et en fait on va simplement avoir besoin d'un wiki. Parce qu'en fait dès les deuxièmes étapes, peut-être on va avoir besoin d'objets qui spawnent sur un monstre précis, qui spawnent que dans un petit morceau de la map, que la nuit et quand il pleut. Et forcément, n'importe qui n'a pas le wiki va juste abandonner. Donc cette quête qui se voyait un peu comme le fil rouge du jeu, à laquelle on va revenir ponctuellement à travers notre aventure, ça marche pas trop parce qu'on est bloqué très très vite si on suit pas un wiki. Et ça pour moi c'est l'échec critique dans le jeu. Un autre point qui divise beaucoup les joueurs, c'est le casting de personnages. Et puisqu'il y a seulement 7 personnages jouables, et que cette vidéo ne dure pas assez longtemps, je vais prendre le temps de détailler chacun d'entre eux. Et ce casting, je le trouve bien inégal, avec des personnages qui sont vraiment très bien écrits, et d'autres qui sont clairement écrits comme des sidekicks. On va les décrire dans l'ordre où les jeux les présentent, en commençant par le héros du tutoriel, Dumban. Dumban, il est présenté dès le début du jeu comme la figure héroïque du peuple des Homs, principalement à travers la bataille de la vallée de l'épée, où c'est grâce à lui que le peuple Homs a remporté la victoire. Il était prêt à sacrifier jusqu'à son bras, en fait sa vie entière, en utilisant Monado, pour protéger ce qui lui était cher. Puis à la suite de ça, on va en plus se rendre compte que c'est un peu la figure du mentor parfait pour Shulk et Rain, qui l'idéalise. C'est un grand héros. En plus de ça, c'est un super grand frère pour Fiora, qui veut le meilleur pour elle. Et dans son rôle de mentor, il fait preuve d'une certaine sagesse, en essayant toujours de guider Shulk à travers sa propre philosophie, mais il veut pas forcément l'influencer. Si Shulk fait d'autres choix que ceux que Dumban voudrait, c'est pas grave, parce qu'il fait de lui un bon mentor. Le personnage n'est pas non plus tout lisse, et c'est ça qui fait tout son charme. Déjà parce qu'il a perdu un bras lors de la vallée de l'épée, et que du coup il va devoir accepter ses nouvelles limites physiques, qui l'empêchent d'être ce que tout le monde voit en lui, c'est-à-dire le héros des Homs qui manipule Monado. Mais là où il brille vraiment comme un personnage complexe, c'est vraiment dans ses rapports avec Munkar, le fascia noir. Pour rappel, Munkar c'est à la base un ami de Dumban, en tout cas Dumban le considérait comme un de ses frères d'armes, et en fait Munkar le détestait, parce qu'il était tout ce que lui ne pouvait jamais être. Munkar est tellement rongé par la haine qu'il va trouver un nouveau but dans le fait de détruire tout ce qui compte pour Dumban une fois transformé en fascia. Et leur retrouvaille va un petit peu briser la coquille de moralité qu'on voyait en Dumban. Dumban il est pas parfait moralement. Et on avait entrevu ce côté soldat prêt à tout pour accomplir son objectif après la bataille de la colonie 9, quand Dumban explique qu'il n'est pas triste que ses amis soient morts parce qu'ils sont morts pour gagner la bataille. On pressentait déjà qu'il y avait un côté moralité guerrière un petit peu en lui. On va voir ce côté noir de la personnalité de Dumban dans sa confrontation avec Munkar. L'idée de laisser vivre après tout ce qu'il a fait est incompréhensible, et il va s'opposer violemment à Shulk. Et je regrette grandement qu'on n'ait pas eu le même niveau d'écriture dans les interactions entre Dumban et Dixon dans la fin du jeu. Ah oui, parce que Dixon c'était également un des grands amis de Dumban. Côté gameplay, Dumban c'est un personnage que j'ai pas joué dans cette aventure, tout simplement parce que je l'avais beaucoup joué quand j'étais petit. Il se caractérise par une grosse agilité, donc beaucoup d'esquives, et c'est un attaquant physique. Globalement, c'est un petit peu un tank agilité, donc un tank basé sur l'esquive.
mais il peut aussi faire de gros dégâts. En termes de qualité de personnage, c'est parmi ce qui se fait de mieux dans Xenoblade Chronicles. On va voir que tout le reste du casting ne peut pas en dire autant. Juste après Dumban, c'est Shulk qui nous est présenté. Shulk, c'est le héros du jeu. Alors son origin story, vous la connaissez déjà parce que je vous l'ai raconté à travers le scénario. Bah oui, c'est le protagoniste du jeu, donc forcément il est important dans le scénario. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce personnage, c'est son évolution au cours du jeu. Ce qui le guide à travers toute la première moitié du jeu, c'est son obsession à se venger du fascia noir qui lui a arraché Fiora. Et au moment où cette haine qui le ronge atteint son paroxysme, c'est-à-dire à la première bataille de l'île prison, où tout ce qui l'intéresse c'est de faire souffrir le fascia noir autant que lui a souffert, et ben c'est le moment où le scénario va lui permettre de se rendre compte que non, Fiora n'est pas mort. Et ça change tout en fait. Et il va devenir obsédé cette fois-ci à l'idée de la récupérer à tout prix. Et on a carrément ce moment où il refuse de rejoindre les forces alliées de Bionis pour aller la récupérer. Et la scène où il va se jeter dans l'océan pour la récupérer, elle illustre bien qu'il n'y a plus rien qui compte pour lui, c'est plus qu'une coquille vide à ce stade-là. Et c'est ce passage par la haine et la vengeance qui va l'amener à comprendre les motivations d'Egil. Il choisit d'épargner Egil parce qu'il comprend que si Fiora avait été réellement mort, Shulk et Egil auraient été pareils. C'est ce cheminement qui va l'amener à devenir le héros stéréotype de JRPG qui est pour la paix et l'amitié. Donc je veux plus entendre que Shulk c'est un personnage qui est plan-plan et pas très intéressant. Il a tout un cheminement psychologique, il est très bien écrit. Il va pas s'élever moralement au-delà de ce cycle de haine qui ronge Bionis et Mekonis juste parce qu'il est meilleur que les autres. Contrairement aux autres, il a juste eu de la chance que l'être qu'il aimait par-dessus tout lui ait été rendu. Et ça il le comprend. Côté gameplay, Shulk c'est un attaquant qui va être principalement basé sur le fait de bien se placer autour des ennemis pour mettre de lourds dégâts. Et c'est surtout le seul personnage à pouvoir utiliser la Monado, qui va lui permettre d'utiliser tout un tas de pouvoirs. Tout au long de l'aventure, la Monado va débloquer de nouveaux pouvoirs qui lui seront utiles au cours du combat. Que ce soit du support ou des dégâts. Je peux pas dire que ce soit un mauvais personnage dans son gameplay, mais il manque un petit peu d'originalité. Le personnage qui nous est présenté ensuite, c'est Rain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un petit peu moins brillant que les deux personnages qui l'ont précédé. C'est clairement le cliché du gros bourrin pas très malin mais sympa. Il a que peu d'évolution à travers le jeu, ça se limite principalement à sa relation avec Fiora. Enfin, relation, c'est un bien grand mot. En gros, ça se résume à vouloir prouver à Fiora qu'il est digne de veiller sur Shu. Et la deuxième grosse partie de son arc narratif dans le jeu, c'est sa relation avec Charla, un autre membre du groupe. Et notamment dans la ressemblance entre Rain et Gadolt, le fiancé de Charla. Côté gameplay, Rain, c'est un personnage que j'ai beaucoup joué dans cette partie, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, je le virais de mon équipe dès que c'était possible, et j'ai été très agréablement surpris. Pour moi, Rain, c'était simplement l'archétype du tank, beaucoup de PV, beaucoup d'armure, mais peu de solutions contre les ennemis magiques. En fait, il y a tout un tas d'options de gameplay qui vont lui permettre de se booster et de taper extrêmement fort. Ensuite, le personnage suivant à rejoindre le groupe, c'est Charla. Et ça va être rapide parce que c'est encore plus pauvre que Rain. Son fiancé est supposé mort dans l'attaque de la colonne ici, ça va essayer de l'accepter. Il va réapparaître à la surprise de personne en tant que Fascia plus tard dans le jeu. Elle a également une relation avec son petit frère qui est pas bien passionnante non plus. Et côté gameplay, c'est pas beaucoup plus brillant parce que ça se résume à des attaques de soutien et des soins. Bref, Charla, 0 sur 20, nul. Vient ensuite Melia, qui est l'un des personnages les plus développés du jeu. Dès les premières minutes, on la voit, son histoire est déjà tragique, puisqu'elle a été envoyée en mission pour chasser un Télésia dans la jungle de Makna, mais son escorte va mourir parce qu'elle n'arrivera pas à les protéger. Et elle va être profondément marquée par cet échec pendant toute la première partie du jeu. On apprendra plus tard dans le jeu que Melia est une sans mêlée Homs et INT. En effet, les INT, ils ont un gène qui permet à Zanza de les transformer en Télésia s'ils le désirent, et donc leur stratégie, c'est de diluer leurs gènes dans les gènes des Homs, petit à petit, génération après génération. Et on apprendra à un moment du jeu que Melia fait partie de la génération qui a finalement réussi à retirer ce gène du génome des INT. Elle va devoir faire face à la mort de son père, qu'elle adorait et qu'elle a toujours cru décevoir, à une tentative d'assassinat par son propre peuple, et pour ajouter à la tragédie, elle va tomber follement amoureuse de Shulk, mais elle n'a pas du tout les mêmes codes sociaux que lui et elle est bien incapable de le faire tomber amoureux. Et de toute façon, Shulk est déjà fou amoureux de Fiora. Et pour en rajouter une couche, à la fin du jeu, elle va devoir assister à la mort de son demi-frère et à la transformation de tout son peuple en Télésia. Et c'est à elle que va revenir le fardeau de guider les survivants de son peuple vers le renouveau. Dans ses dialogues, elle est pas forcément très attachante parce qu'elle appartient à la royauté et ça se sent. Et c'est un personnage qui avait tout ce qu'il fallait pour devenir vraiment emblématique de la licence et du jeu, mais je pense qu'il n'est pas extrêmement bien utilisé. Et si j'ai bien compris, le DLC de l'édition définitive revient beaucoup sur l'arc de Melia, donc peut-être qu'il y aura vraiment de quoi bien le conclure. Côté gameplay, Melia c'est une magicienne qui va invoquer des esprits élémentaires, qu'elle pourra libérer pour faire des dégâts ou conserver pour avoir des buffs. C'est le personnage que j'ai principalement joué à partir du moment où elle était disponible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais assez déçu, c'est assez répétitif comme gameplay et c'est faussement profond. En fait, la plupart du temps, vous allez juste invoquer
2 esprits de foudre et un esprit supplémentaire pour buffer le dernier esprit et le libérer. Donc côté gameplay, Melia, c'est pas fou. Ensuite, Ricky, ça va aller vite, c'est juste le comic relief du jeu. Concrètement, à chaque fois qu'il y a une situation de tension, on va voir Ricky qui va dire un truc à la con, et les autres membres du groupe qui vont réagir, etc., etc. Il a quelques moments un peu plus sérieux où on voit qu'il veille quand même sur les autres membres du groupe, principalement Melia. Mais voilà quoi, ce personnage c'est juste une blague, donc si ça vous fait rire, vous allez bien l'aimer. Si ça vous fait pas rire, vous allez trouver ça nul. Côté gameplay, c'est un personnage assez profond, basé sur les debuffs et qui va apporter tout un tas de bonus un petit peu originaux au groupe à travers ses compétences. C'est un personnage avec lequel il est assez marrant de bricoler en fait. Et je pense que quelqu'un qui connaît bien les mécaniques du jeu, il peut en faire des trucs assez pétés de Ricky. Et enfin, dernier personnage à rejoindre le groupe, c'est Fiora. Alors Fiora, je l'ai pas joué dans cette partie, mais je l'ai beaucoup joué à l'époque. Et comme Shulk, normalement son histoire vous la connaissez parce qu'elle est partie intégrante de l'histoire du jeu. Fiora, elle a tous les ingrédients pour faire un super personnage, mais franchement, personnellement, j'ai du mal à l'apprécier. Que ce soit sa relation avec Dumban, qui est blessé après la guerre et dont elle doit s'occuper, ou même son amour avec Shulk que les deux refusent de s'avouer pendant la première partie du jeu, le fait qu'elle ait connu la mort et qu'elle a été ressuscitée dans le corps d'un robot, puis qu'elle a dû partager ce même corps avec une déesse, franchement, il y avait vraiment de quoi faire, mais en fait, globalement, à partir du moment où on la récupère dans le groupe, il se passe pas grand chose dans son développement de personnage. Et ça me fait mal de dire ça, mais en fait, pour moi, Fiora, ça se limite au love interest de Shulk. Alors j'exagère un peu, il y a pas rien, notamment le fait que son corps mécanique est en train de se dégrader et qu'elle sait pas combien de temps elle pourra durer, mais qu'elle veut pas l'avouer à Shulk pour pouvoir le suivre jusqu'à sa mort. S'il y a des fans de Fiora dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi, parce que franchement je trouve pas que ce soit un très bon personnage. Côté gameplay, Fiora par contre peut faire beaucoup de choses et est très intéressante à jouer. Par exemple, son attaque ultime peut être modifiée en fonction des équipements que vous utilisez. Le build que j'ai principalement joué à l'époque, c'est un build basé sur la vitesse d'attaque et sur les effets à l'impact. Concrètement, vous faites en sorte de taper très vite et qu'à chaque auto-attaque, vous mettiez un effet sur l'adversaire. Fait vite très mal. Et la plupart des membres de la communauté s'accordent sur le fait que Fiora est le personnage le plus pété du jeu. En plus de ces personnages, on va avoir toute une galerie de personnages secondaires qui sont plus ou moins bons. Pour la plupart, ils sont passables, certains sont très bons. Je pense au demi-frère de Melia, par exemple, qui est un personnage qui est très intéressant. Et concernant les antagonistes, je trouve que Egil est un très bon antagoniste, et que Zenza est un antagoniste tout pété. Mais c'est justement l'objet de la prochaine partie où on va parler du rythme de l'aventure. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais rappeler ce que j'appelle les actes 1, 2 et 3 du jeu. L'acte 1 commence au début du jeu et va se terminer au premier passage sur l'île prison. Il se conclut sur la révélation que Fiora est encore en vie. L'acte 2, lui, s'étirera jusqu'à la destruction de Mekonis et à la bataille contre Egil. Et l'acte 3, c'est l'acte où on va confronter Zenza et il s'arrête à la fin du jeu. Et pour dire les choses clairement, je trouve que en termes de scénario, l'acte 1 est moyen, l'acte 2 est génial et l'acte 3 est tout pété. Et qu'en termes de gameplay, l'acte 1 est moyen, l'acte 2 est moyen et l'acte 3 est exceptionnel. On va essayer de détailler un petit peu tout ça en décortiquant chacun des actes, en parlant à la fois de son apport narratif mais aussi de son gameplay. L'acte 1 a l'ambition de vous faire découvrir le monde de Bionis et du coup il comporte pas mal de zones. On va retirer la colonie 6, l'intérieur de Bionis, Alcamos et le village frontière, tout simplement parce que c'est des villes ou des zones où on va juste passer quelques minutes. Ce qui nous laisse avec les zones suivantes, la colonie 9, la grotte de Tefra, la jambe de Bionis, la mine principale, le marais Satorl, la jungle de Makna, la mer d'Eris et la nécropole. A savoir que la nécropole et la mine principale sont plus des donjons que des zones. Si on se concentre sur le narratif, si on résume, c'est le voyage que Shulk et Rain vont faire pour rejoindre le sommet du crâne de Bionis. La colonie 9 est la première zone que vous allez explorer, et concrètement c'est une colonie Homs située autour d'un lac. L'esthétique est pas particulièrement remarquable comparée aux autres zones du jeu à mon goût, mais puisque narrativement il n'y a pas de longueur dans cette zone, on s'ennuie pas et on y passe un bon moment. Côté gameplay, c'est une zone qui est très bien construite. La ville est centrale, elle est pas trop grande, on ne s'y perd pas, et la multitude de quêtes qu'on va avoir là-bas vont nous permettre d'apprendre tout doucement la notion d'exploration qui est hyper importante dans le jeu. La zone comporte quelques recoins à explorer. Et puisque c'est une zone de tutoriel, les parties consacrées à la suite du jeu et à la recontextualisation du monde qu'il va y avoir dans l'acte 3 sont laissées de côté et cachées. Le joueur ne tombera presque jamais là-bas par accident. Et même s'il le fait, le jeu est assez malin et ne va pas vous demander d'aller traîner dans les zones de haut niveau. Donc dans un monde où les tutos du jeu auraient été bien faits, et cette zone aurait été une zone de tuto absolument exemplaire. À la suite de ça, on va explorer la grotte de Tefra, qui est un niveau qui est relativement fermé et linéaire. C'est une zone qu'on va explorer en deux parties, une première partie avant l'attaque de la colonie 9, puis une deuxième partie après l'attaque de la colonie 9. Son esthétique est assez sympa, avec des cristaux lumineux, des champignons bioluminescents, qui donne une ambiance vraiment très vivante à cette grotte. Côté gameplay, il y a des passages très intéressants où on va vous apprendre, dans la première exploration de cette zone, à vous méfier des boss.
Parce que oui, le jeu est parsemé de tout un tas de petits boss qui sont en fait des tas de mini-objectifs disséminés sur l'open world. Et puisque dans la colonie 9 on faisait tout pour que vous affrontiez pas des monstres trop puissants pour vous, bah ici il va bien falloir vous apprendre que ce sera pas le cas dans toutes les zones du jeu. Donc typiquement, juste à l'entrée de la grotte, on va vous mettre un ennemi qui est trop fort à ce stade du jeu, sauf si vous avez vraiment très bien optimisé vos personnages, vous pouvez pas le battre à ce stade là. Et il y aura un petit chemin qui le contournera vers un ennemi plus acceptable. C'est à la fois un bon défi pour les plus gros tryharders, mais c'est aussi une bonne façon d'enseigner aux nouveaux que parfois il vaut mieux contourner un obstacle. Narrativement, on a un développement sur le fait que Shul commence à avoir des visions du futur, mais aussi sur le fait que ce futur il peut le changer. Mais je pense que ça marche pas si bien que ça, parce qu'au final le groupe va juste affronter les dangers environnementaux avec des araignées qu'on trouve dans la grotte. Et c'est pas une zone qu'on reviendra explorer avant très longtemps dans le jeu, qui fait qu'elle perd un peu de l'intérêt une fois qu'on l'a traversée. On arrive ensuite à une des zones emblématiques du jeu, la jambe de Bionis. En termes d'esthétique, cette zone elle est reconnue comme absolument magnifique, avec des panoramas qui inspirent la liberté. Côté gameplay, c'est la première zone où on va vraiment pouvoir se lâcher sur l'exploration, et il y a plein de petits recoins à découvrir, et ça c'est vraiment cool. Surtout que le camp de réfugiés se lâche un peu moins sur les quêtes comparé à la colonie 9, et du coup on a beaucoup plus la sensation que c'est réalisable de toutes les faire. Et donc on va être envoyé un peu se balader partout sur cette vaste plaine de la jambe de Bionis. Narrativement par contre c'est la douche froide, et on est vraiment dans ce qui se fait de pire sur Xenoblade Chronicle. L'antagoniste de cet arc, Xord, est vraiment un cliché du méchant qui aime bien faire du mal parce que c'est rigolo, et le personnage secondaire qui est le moteur de l'action, Juju, est vraiment insupportable. Franchement on a vraiment pas envie d'aller le sauver. C'est vraiment l'arc narratif que j'avais peur de refaire. J'avais tellement peur de m'ennuyer. Là, je l'ai fait en une soirée, en me forçant à jouer pour pouvoir avancer vite. Cet arc narratif se termine avec la mine principale, qui est un donjon qui est assez sympa, où on va s'enfoncer de plus en plus dans la mine qui se trouve sous la colonie 6. C'est une zone sympathique, c'est bourré d'ennemis, mais il y a quand même quelques idées de type énigme avec des gros guillemets, donc franchement, c'est pas mal. La zone qui suit, c'est le marais de Satorl, et c'est une zone de transition avec l'arc suivant. En termes d'esthétique, c'est une zone qui est très reconnue par les fans, notamment son esthétique nocturne qui est absolument magnifique. Narrativement, c'est un peu la douche froide, parce que c'est une zone qui sert pas à grand chose. Il y a peut-être 2 ou 3 cinématiques dedans, un peu d'exposition, mais c'est tout. C'est une zone qui a très peu d'ambition narrative de toute façon. Donc on peut pas dire que ce soit à rater, il y a juste rien. Côté gameplay, c'est assez peu élégant, puisqu'il n'y a pas de narration, on va vous demander de traverser une première fois la zone, puis d'y faire quelques petits objectifs, puis enfin de la traverser pour en sortir. J'imagine que le but c'était de faire durer un peu le plaisir dans cette zone et de pas juste la traverser en 10 minutes, mais bon, c'est franchement pas très élégant. Après, je considère quand même que c'est une zone qu'on prend pas mal de plaisir à traverser, puisque c'est là qu'on va commencer à vraiment débloquer des options de gameplay particulières. Notamment parce qu'avec l'arrivée de Dumba dans notre groupe, il va falloir choisir quels sont les 3 personnages qui participent au combat, et donc pourquoi pas expérimenter quelques compositions d'équipe. Après le marais de Satorl, on va débarquer dans la forêt de Makna, qui est la terre natale des Nopons. C'est une zone qui mélange assez bien narration et gameplay, je trouve. Et sur le même principe que la jambe de Bionis, on va avoir une première phase d'exploration, suivie de l'arrivée au village des Nopons, puis une deuxième phase d'exploration pour aller combattre le Télésia. C'est une zone que je trouve vraiment très bien pensée parce qu'il y a beaucoup de secrets et le jeu insiste vraiment pour que vous l'exploriez de fond en comble, cette jungle. C'est une zone qui lance les enjeux du prochain chapitre, mais aussi des enjeux plus globaux à l'échelle du jeu, avec notamment la première rencontre avec Alvis. Donc la jungle de Makna, vraiment très bonne. La dernière zone qu'on traversera dans cette première partie du jeu, c'est la mer d'Eris. Cette zone elle est constituée d'une immense mer qui va recouvrir tout le territoire et d'îles volantes qui se trouvent juste au-dessus. Et il y a toute une série de téléporteurs qui vont relier les différentes îles volantes entre elles. C'est une zone dans laquelle le scénario prend beaucoup d'espace, mais c'est pas sans raison, parce que le but c'est de préparer le climax de fin de l'acte 1. Donc forcément le gameplay se retrouve un peu en reste et c'est une zone qui est pas forcément très agréable à explorer. L'idée des téléporteurs c'est très sympa, mais ça fait qu'on explore un peu moins librement. Ça donne le sentiment qui est vraiment pas bon pour ce type de jeu, que la zone est assez vide, donc c'est dommage. C'est à la fin de cette zone que se déroulent les événements de l'île prison, et donc la fin du premier acte. Narrativement, si on oublie ce qui se passe pendant l'arc de la jambe de Bionis, c'est un acte qui est assez bon. Côté gameplay, il y a certaines zones qui manquent parfois d'élégance, comme le marais de Satorl, mais franchement c'est du très très bon, avec la grande majorité de ces zones qui sont extrêmement agréables à traverser. L'acte 2 va vous faire traverser le massif de Valak, la vallée de l'épée, la forteresse de Galahad, le bras gisant, la centrale de Mekonis et Agnirata, la capitale de Mekonis. Le massif de Valak, c'est une zone qui s'inscrit complètement dans ce qu'on avait dans les zones de l'acte 1. C'est une zone qui se veut difficile à traverser, c'est des montagnes, et c'est pour ça qu'on va laisser une grande place à l'exploration. Il va falloir traverser un peu la zone en essayant de trouver les chemins safe. C'est une zone qui est difficile à explorer, mais pour les bonnes raisons, parce que c'est ce que la narration veut nous faire comprendre.
Personne ne se balade dans le massif de Valak tranquillement, il faut connaître la région. Côté narration, on met les deux pieds dans l'intrigue principale du jeu. C'est fini d'avoir par arc narratif des petites histoires locales. Et le rythme est assez bien trouvé puisqu'on va avoir une première phase d'exploration, un point scénario, une deuxième phase d'exploration, un boss et l'avancement du scénario. Et on voit déjà que c'est ce rythme de croisière qui va se dégager pour les meilleures zones du jeu. On arrive ensuite à la vallée de l'épée puis à la forteresse de Galad que je vais traiter ensemble. Ce sont deux zones qu'on pourrait qualifier sans trop se mouiller de donjons plus que de zones. Alors c'est pas non plus des lignes droites, mais l'idée c'est que si vous explorez tout bien comme il faut dès votre premier passage, vous n'aurez pas besoin d'y retourner. Ce qui n'est pas le cas pour les zones qu'on a vues précédemment. C'est une zone où l'équilibrage est très agréable parce que les Mekons qui nous martyrisent depuis le début du jeu, normalement arrivé à ce stade-là, Shulk peut les déglinguer en quelques coups. Et du coup c'est extrêmement agréable. Et dans la même logique que pour le massif de Valak, c'est une petite victoire de narration par le game design parce que vous allez vous sentir conquérant en traversant cette zone où vous éclatez tous les Mekons. Exactement ce que Shulk et son groupe sont en train de faire. Conquérir la vallée de l'épée. Les combats de boss sont en plus assez sympas avec le combat contre Munkar et ses ZAD qu'il va falloir apprendre à gérer et qui donne vraiment une grosse ampleur narrative, avec la cinématique qui va bien juste après, puis le combat avec Egil, et rien de moins que ma cinématique préférée du jeu, où notre petit groupe va tomber dans l'océan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet acte 2 il commence très bien avec ces 3 zones qui sont parmi les meilleures du jeu jusqu'à présent. Malheureusement, c'est un rythme que les zones suivantes vont peiner à maintenir, et c'est ce qu'on va voir avec par exemple le bras gisant. Narrativement, le bras gisant a beaucoup d'ambition, il y a le retour de Fiora dans le groupe, mais il y a aussi les bases de la suite du scénario, avec l'introduction des motivations d'Egil et du fait qu'il faut l'arrêter. Malheureusement, côté gameplay, il y a beaucoup moins d'ambition, avec des quêtes qui retournent au niveau de ce qu'on avait dans les premières quêtes du jeu, celles qui servaient à introduire le concept. Le bras gisant, c'est une zone qu'on va explorer en très peu de temps en fait, et c'est une zone qui, je trouve, galère à rester au standard de son jeu. Après ça, on va avoir les deux zones qui nous font traverser Mekonis pour arriver jusqu'à Gnirata. Côté gameplay, c'est des zones qui sont construites un petit peu comme la vallée de l'épée, puisque, étant donné qu'à la fin de l'acte 2, ces zones vont être détruites et inaccessibles, suite au combat entre Zanza et Egil, et ben elles sont construites comme des donjons qu'on est censé traverser une fois. Et le problème que j'ai avec ces zones-là, c'est qu'elles sont pas à la hauteur en termes d'exploration et de plaisir à les décortiquer que celles de l'acte 1. Et c'est normal, elles sont conçues pour être traversées une seule fois, comme je l'ai dit, puisqu'elles seront détruites à l'issue de l'acte 2. Je regrette juste le fait que visuellement, ces deux zones, elles sont assez similaires. Narrativement, il s'y passe pas grand-chose de notable, donc c'est pour ça que dans mon résumé du scénario, j'en ai presque pas parlé de ces zones, et c'est parce qu'en fait, il s'y passe pas grand-chose. Il y a le petit arc où on affronte Gadolt sous la forme du Fascia Jade, mais c'est tout quoi. Et j'estime que pour le rythme du jeu, c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait de au moins une de ces zones, une zone classique du jeu avec beaucoup d'exploration, des quêtes et du backtracking. Et il aurait suffi de dire que Zanza n'a détruit que le haut du corps de Mekonis et qu'on peut toujours accéder à ses jambes par exemple. Ça aurait permis de ne pas avoir deux zones qui sont juste des gros donjons à ciel ouvert. Enfin, cet arc se conclut dans la zone d'Agnirata, qui est la capitale de Mekonis, et dont l'esthétique est franchement très chouette. Malheureusement, c'est la troisième zone donjon de suite de Mekonis, et ça commence vraiment à faire beaucoup quand on traverse cette zone, parce que l'exploration n'est pas ce à quoi on nous a habitués dans le premier acte du jeu. Et concrètement, ça veut dire que le joueur qui a adoré l'exploration de l'acte 1, là il vient d'enchaîner 3 zones qui sont juste des donjons. Donc il a toutes les raisons du monde, s'il n'est pas intéressé par le scénario, à être vraiment saoulé par cet acte 2. Et j'insiste sur le fait que ces zones, en tant que donjons, elles sont pas mauvaises. C'est juste que dans la première partie du jeu, les donjons étaient très minoritaires. Donc le joueur n'a pas été préparé à ce que Xenoblade Chronicles ce soit un jeu où on va enchaîner 10 heures de donjons. Quelque part ici, on prend un peu le joueur en traître, en lui donnant pas ce qu'il attendait, c'est-à-dire de l'exploration de zones ouvertes. Agnirata, c'est une zone qui a un très bon scénario, puisqu'on est ici pour conclure l'acte 2, qui pour moi est le meilleur narrativement du jeu, et c'est sur ça que se conclut l'acte 2. Narrativement, j'estime que cet acte 2, c'est vraiment le pic de qualité du jeu, et cet acte 2 est très bien écrit, avec notamment l'antagoniste de Egil, que je trouve vraiment très bien écrit. Et si j'estime que côté gameplay, c'est beaucoup moins bon, c'est pas parce que ces zones sont de mauvaise qualité, c'est parce qu'à l'échelle du jeu, des zones qui présentent aussi peu d'exploration et aussi peu de backtracking, c'est pas à la hauteur. L'acte 3, lui, ne va apporter que 2 nouvelles zones, à savoir l'intérieur de Bionis et l'île prison, qui sont des donjons. Mais ça se limite pas à ça, puisqu'au moment où se déclenche l'acte 3, il y a des dizaines et dizaines de nouvelles quêtes conçues pour amener le joueur au post-game qui vont se débloquer un petit peu partout sur la carte du monde. Donc décortiquer ces 2 zones, en soi, ça n'a pas d'intérêt, la narration est très linéaire, et ces donjons sont pas parmi les meilleurs du jeu. En ce qui concerne le scénario, même si quand j'avais 10 ans, je trouvais qu'il était génial et trop classe,
Bah en fait c'est assez pauvre et Zanza est un antagoniste dont les motivations restent assez floues et qui est pas assez travaillé. Si on commence déjà par la fin de l'acte 2, j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que Egil acceptait la vérité de Shulk trop vite et qui rejoignait entre guillemets le groupe des gentils un peu trop facilement. Bon, c'est une critique que je partage pas du tout, parce qu'en fait ça a un sens, Egil il est pas stupide, il est juste terrorisé à l'idée que Zenza revienne pour finir le travail. Donc quand il se rend compte que Shulk donne l'impression de maîtriser la Monado et de ne pas se transformer en Zanza, bon il se dit bah ça sert à rien ce que je fais en fait, j'avais tort. Après je peux entendre le fait que ce soit très cliché dans les œuvres japonaises que le méchant accepte en quelques mots que il avait tort. Les reproches que j'ai pour l'acte 3, ils ne se situent pas là-dedans. Je trouve que Zanza n'est pas un antagoniste assez bien travaillé, il pourrait l'être mais on lui laisse pas assez d'espace, et que l'antagoniste qu'on aimerait voir plus briller dans cet arc, c'est Dixon, qui lui aussi, je trouve, n'a pas assez les projecteurs sur lui. Je pense pas, comme j'ai pu l'entendre, que l'arrivée de Zenza soit un si gros Deus Ex Machina, mais c'est vrai que c'est pas parfait. Et même si on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche avec Dixon et Alvis, bah on peut pas s'attendre à ce qu'il se passe ça en fait. Et ça c'est dommage, il faudrait qu'on puisse. Et la suite de cet acte 3 nous laisse pas le temps de vraiment apprendre à les détester entre guillemets, à comprendre leur motivation. Ce temps, on l'a eu pour Egil, il y a eu tout l'acte 2 qui a été un build-up avant le combat avec Egil. Un autre défaut qui est souvent mentionné dans cet acte 3, c'est que le deuxième des deux donjons introduits par l'acte, l'île prison, est assez mal rythmé. En fait, concrètement, ce donjon, il se résume à un boss rush dans lequel on va affronter des boss qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'histoire, qui ne sont pas introduits, et du coup, bah c'est pas intéressant. Ça aurait pu être une très bonne idée d'affronter des représentants du peuple légendaire des géants, qui aurait été introduit au fur et à mesure du jeu dans les légendes de ce monde. C'est pas le cas en fait, on va affronter des ennemis dont on ne sait absolument rien. Alors on voit que ça a l'air vachement lié à la culture des géants, mais on la connaît pas. Pour être un peu plus positif, comme j'ai dit tout à l'heure, l'acte 3 il ouvre aussi la liste de quêtes qui est hyper longue, qui vont vous amener jusqu'au post-game et au super boss qui se cache un peu partout dans le monde. Et ça pour le coup c'est excellent. C'est une partie du jeu que j'avais fait sur Wii à l'époque, quand j'avais terminé le jeu à 100%. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai eu le courage de refaire ici, donc ce que vous voyez c'est des captures. Mais retenez bien que c'est très dense pour les joueurs qui ont envie d'un vrai challenge. Si on résume cet acte 3 d'un point de vue gameplay, il est excellent avec l'ouverture de l'open world qui va nous permettre de nous mesurer à des super boss qui sont hyper bien pensés. Malheureusement, côté narratif, il s'en sort pas aussi bien, et on galère à recapturer un petit peu de la grandeur de l'acte 2. Un point que j'ai très peu abordé, mais qui est pourtant unanimement reconnu comme d'une qualité exceptionnelle sur ce Xenoblade Chronicles 1, c'est l'esthétique du jeu. Que ce soit à travers ses OST, dont vous écoutez des extraits depuis maintenant 1 heure et dont vous avez pu vous faire une idée de la qualité, ou même le design global de ces zones qui sont vraiment très recherchées et très belles. C'est pas un point sur lequel je vais m'attarder dans cette vidéo, tout simplement parce que je pense que ça sort complètement de mes compétences. J'ai pas particulièrement de compétences en musique ni en art, donc c'est pas forcément très pertinent pour moi d'en parler. Vous pouvez simplement retenir que c'est une OST qui m'a vraiment touché et que je trouve ces zones magnifiques. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais qu'on reparte du coup de la problématique que j'avais soulevée. Est-ce qu'en 2025, ce jeu il est toujours aussi exceptionnel à mes yeux? Alors si on parle simplement de plaisir de jeu, j'ai passé un super moment à retraverser Bionis et Mekonis, ça y a pas de souci. Et il y a aucun des défauts qu'on a cités qui m'ont vraiment empêché de kiffer mon aventure. Maintenant, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai accumulée au cours de ces dernières années, il y a certains éléments de gameplay et de narration que je trouve un peu pauvres. Ce qui m'a principalement embêté, c'est le fait que je trouve que la personnalisation des personnages est assez légère. J'aurais aimé qu'il y ait des choix. Là, les choix, ça se résume à quel gemme vous allez mettre dans vos équipements et quel art vous allez choisir d'augmenter et éventuellement de jouer pour les personnages qui en ont plus que la limite. Et en termes de gameplay, je pense que c'est ce qui m'a un peu refroidi de me faire le post-game. En fait, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour du jeu. Donc me motiver à me faire des super boss pour lesquels il va me falloir des heures de préparation, bah j'y étais pas trop, parce que j'avais pas l'impression de mettre beaucoup de moi dans mes personnages. Narrativement, par contre, à part l'acte 3 qui m'avait pas choqué à l'époque, et ben je trouve que c'est toujours aussi bon, avec notamment l'acte 2 que je trouve vraiment d'une très bonne qualité. Et une profondeur quasiment philosophique de certains des points traités par le jeu, qui sont toujours au rendez-vous en 2025. Je pense notamment à la quête de vengeance de Shulk, ou à cette notion de cycle de la haine qui est très présente dans les œuvres japonaises. Et de ce point de vue-là, je pense que Xenoblade Chronicles 1 peut toujours s'asseoir à la table des plus grands JRPG en ce qui concerne la qualité de son scénario. En conclusion, Xenoblade Chronicles c'est un jeu qui est bourré de qualité, mais qui a des gros défauts qui m'empêcheraient de le conseiller à des néophytes complets, notamment des gros problèmes d'accessibilité et de clarté de ses systèmes. Narrativement, par contre, je le conseille toujours. Je le trouve toujours excellent, et même si l'acte 3 est un peu en dessous,
c'est largement rattrapé par la qualité globale du reste de l'œuvre. Si vous avez apprécié cette petite critique, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert ou un commentaire, ou pourquoi pas à vous abonner. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon avis, eh ben je serais ravi de vous lire en commentaire, en essayant de rester cordiaux bien évidemment. De mon côté, ça a été un vrai plaisir de vous faire cette vidéo sur un jeu qui me tenait vraiment à cœur, et on se retrouve dans quelques semaines pour parler géométrie, trahison et royauté. Allez, à la prochaine.